Comme partout ailleurs, dans le football, le chômage existe également. Les joueurs en sont frappés, mais pas autant que les entraîneurs. Et les entraîneurs, quand ils sont au chômage, que font-ils ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Bienvenue sur cette première vidéo de 2021 sur la chaîne. Récemment, il y a Laurent Blanc qui a retrouvé un club après 4 ans de chômage. Il s'est engagé au Qatar avec Al Rayyan et je me suis posé cette question, à part jouer au golf, voire beaucoup jouer au golf, que font les entraîneurs lorsqu'ils ne travaillent pas, lorsqu'ils sont au chômage? Ces dernières années, il y a plusieurs entraîneurs qui ont réalisé de belles choses dans le football ou qui ont entraîné de grands clubs et qui sont actuellement sans emploi. Arsène Wenger, Spalletti, Sarri, Allegri, on a aussi le cas d'Ernesto Valverde. Et pour comprendre ce que font les entraîneurs au chômage, je pense qu'il faut en premier se pencher sur certaines caractéristiques du métier d'entraîneur. L'entraîneur type dans le monde, il ne ressemble pas vraiment à Roy Hodgson, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où Roy Hodgson, il est anglais, il entraîne actuellement en Angleterre et il est vieux, il a 73 ans. L'entraîneur type dans le monde, d'après une enquête menée par le CES qui a analysé les profils des entraîneurs de 1646 clubs dans le monde, ressemble à ça. C'est un homme, il a 48,8 ans de moyenne et en moyenne toujours, il dure 301 jours à son poste, moins d'une année. Il faut dire aussi que les entraîneurs s'expatrient davantage que les footballeurs. Petite anecdote, les entraîneurs les plus jeunes se situent en Estonie, en première division estonienne, où ils ont en moyenne 41 ans. D'après ces données-là, créons un cas idéal typique qui va nous servir d'exemple. Un entraîneur en moyenne de 48 ans, c'est-à-dire que sûrement il a des enfants. Il doit souvent aller à l'étranger travailler et il va durer très peu en poste, on le rappelle, moins d'1 an. Du coup, c'est fort probable que la famille ne l'accompagne pas. Ça ne vaut pas forcément la peine de faire déménager toute la famille à l'étranger si c'est pour moins d'1 an. Et c'est pas rare que les entraîneurs soient loin de chez eux et sans leur famille. Et ça arrive même aux plus grands entraîneurs. Hein. Arteta, sa famille, elle n'est pas avec lui à Londres. Guardiola, sa famille, elle est rentrée à Barcelone. Benitez, sa famille, ça fait des années qu'il réside à Liverpool et que lui entraîne dans diverses régions du monde. Unai Emery, sa famille aussi, elle est à Valence, etc., etc. Il y a énormément de cas. Mourinho aussi, qui, quand il entraînait à Manchester, sa famille, elle était à Londres. Donc voilà, on a ces entraîneurs qui sont souvent seuls, loin de chez eux, et le métier d'entraîneur, c'est aussi un métier où il n'y a pas vraiment de nombre d'heures limite. Vous pouvez travailler 24 heures par jour si vous en avez l'énergie parce que il n'y a jamais de pause en fait, il y a toujours du travail, vous pouvez toujours faire plus. Du coup, c'est pas rare que lorsque les entraîneurs se font virer, il faut juste rentrer à la maison, voir leur famille et décompresser à un moment donné. Il faut dire aussi que lorsque vous vous faites virer d'un club, ça ne se passe pas toujours très bien, et ça même dans les gros clubs. Hein. Conte est allé en procès avec Chelsea, Quique Setién, il y a aussi des affaires en justice qui ont lieu actuellement avec le FC Barcelone, et j'imagine même pas les entraîneurs dans les clubs moins cotés qui doivent se faire virer avec des impayés, et là aussi ça doit se terminer devant les tribunaux. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand les affaires sont devant les tribunaux, vous ne pouvez pas vous engager avec un autre club parce que ça voudrait dire que vous renoncez à vos droits. Du coup, c'est pas impossible que dans certains cas, il y ait une certaine période de latence où vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes en litige avec votre club. Aussi une chose, humainement, des fois, les entraîneurs sortent vraiment minés de leur passage dans des clubs. C'est pas seulement dur au niveau professionnel, disent certains, ça a été très difficile au niveau humain. J'en ai pris un coup au niveau de ma personne. Alors d'une part, il y a la pression, terrible, c'est un petit jeu que les médias en Espagne ils ont par exemple, c'est de comparer l'apparence physique des entraîneurs des grands clubs. Après 2-3 ans, il y a déjà des changements, on sent la fatigue parfois. Vous avez cette image aussi d'Ernesto Valverde qui quitte le FC Barcelone avec un sourire. En 3 ans de mandat, c'est la seule fois où il a esquissé un sourire, je crois qu'il était soulagé aussi. Voilà, énormément de pression qui rend le jour très difficile. On peut mentionner également les cas de Bruno Genesio ou de Rudy Garcia. Indépendamment de la qualité de leur travail à Lyon, ils doivent souffrir en tant qu'humains parce que les conditions de travail sont difficiles, les supporters les aiment pas, ils sont tout le temps critiqués par la presse, etc. Et Genesio avait confié avoir souffert lors de son passage à Lyon. Du coup, on peut comprendre que lorsque les entraîneurs quittent un club, voilà, ils sont complètement lessivés. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est passer du temps avec leur famille, déconnecter un moment et aussi pratiquer leur hobby. André Villas-Boas, la course, il a participé au Paris-Dakar. Ernesto Valverde, c'est un grand amant de la photographie, ou Laurent Blanc, un grand amant du golf. Ensuite vient le temps de faire son autocritique. Pour autant que vous soyez une personne autocritique, hein.
voir ce qui a fonctionné dans un club, voir ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi vous vous êtes fait virer, est-ce que c'est de votre faute, est-ce qu'il y avait des facteurs externes que vous n'avez pas pu contrôler, comment étaient les relations avec les joueurs, avec votre staff technique, etc. etc. Mourinho, par exemple, quand il se fait virer de Chelsea et avant qu'il retrouve du travail à l'Inter, il a profité de cette période de chômage pour se remettre à jour au niveau de ses exercices. Tous les exercices qu'il avait développés à Chelsea, il les a remis au propre, il a perfectionné sa méthodologie, il s'est amélioré sur certains points. Il y a aussi tout ce travail invisible et ce travail, je l'ai déjà souligné sur la chaîne, mais ô combien important de la méthodologie, c'est l'une des choses les plus importantes quand vous êtes entraîneur. Et voilà, remettre vos idées en place, rafraîchir votre méthodologie, remettre vos petits carnets au goût du jour, ça c'est également une chose que vous devez faire. Et puis ensuite vient le temps où le football commence rapidement à vous manquer. C'est Carlo Ancelotti qui disait que lui il peut tenir à peu près 2 mois sans football après avoir été viré et après 2 mois il sent qu'il doit retourner sur le terrain, entraîner des joueurs. Où vous avez aussi cette phrase qui est devenue plutôt célèbre de Mourinho qui disait après un certain temps « Mon football me manque ». Et comme le football leur manque, les entraîneurs qu'est-ce qu'ils font? Ils se remettent à voir des matchs, voire beaucoup de matchs. Vous avez le cas absolument légendaire de Marcelo Bielsa qui s'est levé un matin et qui s'est dit tiens, si je ne me faisais pas l'intégralité des matchs de Swansea cette saison, afin de connaître l'équipe de Swansea aussi bien que la connaît son propre entraîneur. C'est ce qu'il a fait et il pouvait vous parler de Swansea sans aucun problème. Il n'y a que Marcelo Bielsa qui peut faire ça, mais d'une façon plus générale, les entraîneurs regardent beaucoup de matchs. D'une part parce que lorsqu'ils sont en poste, ils n'ont pas le temps pour voir autant de matchs. Ils sont surtout concentrés sur leur propre équipe et d'autre part, c'est une façon de rester compétitif, savoir ce qui se fait dans le monde du football, quelles sont les tendances, quels sont les entraîneurs qui sont en train d'innover et qui ont du succès, comment jouent les autres équipes, etc., etc. On dit souvent que les meilleurs entraîneurs, ce sont des voleurs d'idées et justement, regarder les matchs de ses rivaux, de ses co-compétiteurs, c'est une façon de voler des idées, d'incorporer de nouvelles choses dans sa pensée. Durant le confinement, par exemple, beaucoup d'entraîneurs se sont mis à regarder d'anciens matchs ou des matchs d'autres équipes pour se faire une idée plus générale de l'état actuel du football. Je vous parlais dans une vidéo précédente du cas de Pioli, l'entraîneur du Milan qui avait regardé les matchs du Bayern d'Hans-Dieter Flick pour incorporer certaines idées flickiennes dans son propre Milan, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Et puis une autre chose, c'est que durant ce visionnage des matchs, les entraîneurs sont souvent aidés par les membres de leur staff technique. Il faut plus parler de staff technique que d'entraîneurs parce que les entraîneurs, toujours des gens qui travaillent à leur côté et avec le staff, ça se répartit les matchs et ensuite on compile les observations dans une base de données. Parfois même on s'aide de logiciels tels que Wisecout pour séquencer certains bouts de match et pouvoir les ressortir lorsqu'on sera en poste. On se dit que ce sera utile à montrer à ses joueurs. Autre chose, les entraîneurs profitent pour aller voir comment ça se passe chez leurs collègues sur le terrain. Ils vont faire des visites dans les centres d'entraînement. Ils font des stages aussi. Ou alors ils prennent part à des formations dans la psychologie, le fait de parler en public ou la nutrition. Ça ne va pas toujours les aider à mieux gérer leurs joueurs, mais ça peut les aider à mieux gérer leur staff ou alors mieux choisir quels membres ils veulent incorporer dans leur staff, surtout pour les aspects psychologie, gestion du sommeil, nutrition, etc. etc. Le monde du football est un monde en perpétuel renouvellement et on n'a jamais fini d'apprendre, même lorsqu'on est un top entraîneur. Enfin, chose pas rare, passer du temps dans le monde des médias. C'est fréquent que certains entraîneurs se transforment en consultants lorsqu'ils ne travaillent pas dans un club. D'une part, ça leur permet de saisir quelles sont les dynamiques internes dans les médias, le fonctionnement interne, comment on produit l'information, comment on les traiter, etc., etc. Et, chose encore plus utile, tisser des relations étroites, des liens étroits avec les journalistes, des journalistes qui pourront potentiellement vous protéger à l'avenir, qui vous épargneront dans leurs critiques, dans leurs analyses. Ça, c'est une ressource extrêmement utile. José Mourinho l'avait dit textuellement, lorsqu'il était au chômage, il était venu passer du temps à Sky Sports en tant que consultant pour connaître ce monde de l'intérieur et c'était très drôle de voir que lorsqu'il a récupéré un poste à Tottenham, les discours de la part des consultants de Sky Sports au sujet de Mourinho étaient beaucoup plus
tiède, beaucoup plus tendre même. Et une autre personne disait sur Twitter, on doit remercier le fait que Mourinho ait passé du temps dans les médias pour voir à quel point ce monde pouvait être misérable et ça lui a donné l'envie de fuir ce monde le plus rapidement possible et de retrouver un poste à Tottenham. Et en revanche, que vous soyez consultant ou non, une chose fondamentale, donnez une petite interview de temps en temps pour que le monde entier voit que vous êtes disponible, que vous avez mûri, que vous êtes amélioré, que vous êtes prêt à nouveau à entraîner et parfois pour un peu tempérer certaines déclarations fracassantes que vous avez fait dans le passé. Mauricio Pochettino l'avait dit par exemple un jour que jamais il entraînerait le Barça, qu'il préférait retourner dans une ferme en Argentine plutôt que d'entraîner le Barça. Et quand il a vu que les offres tardaient un peu à venir sur son bureau, eh bien il a donné une interview, il a dit non, mais aujourd'hui les choses ont un peu changé, ma vision a un peu changé, etc. etc. Dernière étape, retrouver un club et se préparer à un entretien d'embauche. Mais ça, à moins qu'il y ait un événement tonitruant dans le monde du football tel que la signature de Ronaldo au Blackburn Rovers ou la suspension de Jack Grealish pour excès de charisme, on en parlera la semaine prochaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!